26 janvier 1946. Les gendarmes arrivent sur les lieux du crime. Une cabane de bûcherons, au cœur des Pyrénées, dans l'Ariège. Ils entrent, silencieux, dans la misérable baraque où repose un corps recroquevillé. Le visage est méconnaissable, le crâne fracassé, la gorge tranchée. Le crime est d'une violence extrême. Dans la neige autour de la cabane, une seule piste, des traces de souliers ferrés, larges et profondes, témoignant d'un pas lourd et rapide. Les enquêteurs parcourent le village, interrogeant les habitants, tous prudents. Luis Hermano, la victime, était connu pour ses nombreuses aventures féminines. Il partageait sa maîtresse avec Diego Martí, un autre réfugié espagnol et bûcheron. La suspicion s'oriente rapidement vers ce dernier. Quelques heures plus tard, la police débarque chez Diego Martí. Lui aussi vit dans une baraque abandonnée, aussi misérable que celle de la victime. Martí, comme beaucoup d'Espagnols du village, est très brun. Petit de taille, mais aux membres maigres et musclés, il dégage une force tranquille. À la vue des gendarmes, son corps se crispe. On devine sa peur, ses mains tremblent, son regard s'évade, son souffle s'accélère. Le commissaire mène l'interrogatoire d'une voix sèche et pressante, convaincu d'avoir déjà sa réponse. Pendant ce temps, un agent fouille la maison et revient, triomphant, avec une paire de chaussures. Ces chaussures sont identiques à celles qui ont laissé des empreintes sur le lieu du crime. Les policiers les montrent à Martí. Son agitation augmente, ses gestes deviennent désordonnés, sa voix s'embrouille. Sa peur se lit sur chaque trait de son visage. Un éclat sombre tache sa chemise. Le commissaire, sans pitié, insiste. Martí baisse la tête, ramasse son unique costume, l'enroule précautionneusement dans un vieux morceau de tissu. Il coiffe son béret, comme un dernier refuge. Dans un murmure chargé de regrets, il parle de camaraderie, de fidélité. Un mot revient, comme une litanie, Carnero, Carnero. Mais le commissaire ne comprend pas. Pour lui, seul compte cet aveu tacite. L'avocat pourra s'occuper du reste. Point dans son esprit, l'avenir de Martí est déjà scellé. La justice, rapide et implacable, n'a pas de place pour la pitié. Il est pourtant dommage que le commissaire ne comprenne pas l'espagnol, car s'il savait ce que Diego Martí est en train de lui confier, il reviendrait peut-être de sa belle certitude. Martí, dans un souffle chargé de crainte et de repentir, fait ses aveux véritables. Carnero signifie « mouton » en espagnol. Il y a 3 jours, Diego a égorgé un mouton qu'il a vendu au marché noir. Le sang sur sa chemise n'était que celui de cet animal. Il savait bien que les policiers le découvriraient. Il demande combien cela va lui coûter, car, en 1946, tuer un mouton en période de rationnement est un délit grave, sévèrement puni. Le soir tombe. L'affaire est close. Martí a signé ses aveux, ou plutôt, il a imprimé l'empreinte de son pouce, incapable de lire ou d'écrire. Le commissaire, satisfait, pense avoir bouclé une enquête rondement menée. Il retourne à ses dossiers, bien plus lourds que ce crime passionnel. Quelques jours plus tard, dans la cellule, un avocat apparaît. Un homme qui parle espagnol. Il pose une main inquiète sur le bras de Martí. Martí demande, incertain. Pour le mouton, qu'est-ce qui va m'arriver? L'avocat ouvre de grands yeux, surpris. Quel mouton? Je suis là pour le meurtre de Luis Hermano. Le prisonnier tente d'expliquer, précipité, c'est un mouton qu'il a tué, pas Luis Hermano. Le sang sur sa chemise était celui de l'animal. Mais l'avocat secoue la tête, faisant la grimace. Il conseille Martí de ne pas revenir sur ses aveux. Reconnaître les faits, dit-il, est la meilleure défense. Ainsi, il pourrait obtenir 20 ans de prison au lieu de la mort. Martí, hébété, articule à peine. 20 ans? Et sinon? L'avocat répond froidement. Vous risquez la mort. Mais faites-moi confiance, je peux l'éviter. À condition que vous ne parliez plus jamais de ce mouton. Vous risquez la mort, bien sûr. Mais on lui promet qu'on peut l'éviter, à condition de ne jamais revenir sur cette histoire de mouton. Au procès, tout s'enchaîne rapidement. Les témoignages sont formels, et juge comme juré semblent accorder foi au commissaire. Dans le résumé des faits, toutes les charges s'accumulent contre l'accusé,
les chaussures qui correspondent parfaitement aux empreintes relevées sur les lieux, la tache de sang sur sa chemise, enfin, ses aveux signés. Les villageois, cités comme témoins, décrivent un mobile clair. Depuis plusieurs mois, Marty et Hermano partageaient la même maîtresse. Ils s'étaient déjà affrontés à plusieurs reprises à cause de cette rivalité amoureuse. La personnalité de Marty n'en sort pas grandie. Le témoignage de José Velasquez est particulièrement accablant. Ils se connaissent depuis longtemps, ont combattu ensemble lors de la guerre d'Espagne, et se sont réfugiés dans le même village. Velasquez ne cache pas sa haine. Il décrit Marty comme une brute, capable du pire lorsqu'il est en colère ou ivre. Même lui, il avoue, a failli y passer lors d'une dispute. Marty, de son banc, regarde ce témoin sans comprendre ses mots. Velasquez parle français, lui non. Mais la haine entre eux est palpable, née de querelles liées aux femmes. Velasquez en voulait tout autant à Hermano. Mais le tribunal n'en entend pas parler. Le résultat est toujours bancal. L'interprète ne comprend pas bien ce qu'il veut dire, et souvent, lui-même ne sait pas bien écrire. En 8 ans, Diego Martí a envoyé une trentaine de lettres. Elles ont toutes échoué sur le bureau du procureur. Celui-ci, rebuté par ce charabia incompréhensible, les a classées, sans suite, ou sans objet. En 1954, un nouveau procureur prend la succession de son prédécesseur. Son nom, Berthier. Homme scrupuleux, il trouve étrange que ce détenu clame depuis tant d'années son innocence. Il ne comprend rien à cette histoire de mouton qui revient sans cesse, mais il veut en avoir le cœur net. Il consulte le dossier, examine minutieusement l'affaire, puis décide de rendre visite lui-même à Diego Martí, dans sa cellule. Le procureur Berthier est un homme scrupuleux. Il trouve étrange que ce détenu clame, depuis tant d'années, son innocence. Ses paroles sont confuses, souvent incompréhensibles, surtout lorsqu'il répète sans cesse cette histoire de mouton. Pourtant, Berthier veut en avoir le cœur net. Il se plonge dans le dossier, étudie chaque détail de l'affaire. Puis il décide d'aller voir lui-même Diego Martí, dans sa cellule. À leur rencontre, un choc l'étreint. Le Velasquez décrit au procès comme une brute sanguinaire, voilà qu'il se tient face à lui un homme petit, timide, presque effaré. Il balbutie quelques mots en français, appris pour l'occasion. « Merci, monsieur le procureur. Je suis innocent. » Le procureur l'observe longuement. Ce n'est pas un violent, mais un pauvre bougre, un homme perdu et inquiet. Dès cet instant, sa conviction est faite, Diego Martí est une victime. Mais l'épreuve reste, elle, implacable. Grâce à un interprète, Diego raconte enfin sa vérité. Il parle pour la première fois clairement de ce mouton tué, de la confusion le jour de son arrestation, et de ce procès où il n'a rien compris. Il parle de sa condamnation, lourde, injuste. De retour dans son bureau, le procureur Berthier prend une décision rare, presque audacieuse. Il va reprendre l'enquête à zéro. Il va chercher la vérité. Le procureur Berthier se rend donc dans ce petit village de l'Ariège. Accompagné du nouveau commissaire, il visite la cabane où l'on avait retrouvé le corps de la victime. Dans ses mains, les chaussures de Diego Martí. Il interroge les habitants, cherchant à savoir si quelqu'un d'autre portait ce type de souliers dans la région. À chaque fois, la réponse est la même. Non, ce n'était pas l'apanage de Martí. Tous les bûcherons en portaient à cette époque. Et beaucoup en portent encore aujourd'hui. Le procureur continue à éplucher le dossier. Plus il approfondit, plus il découvre l'incroyable légèreté de l'instruction initiale. Les empreintes de chaussures ne correspondaient pas exactement à celles de Martí, son pied était plus court de quelques millimètres. La tache de sang sur sa chemise n'a jamais été analysée. On n'a même pas cherché à déterminer si c'était du sang humain. Et puis, il y a ce témoignage accablant, celui de José Velasquez, qui a pesé lourd au procès. Velasquez est retourné en Espagne juste après le verdict. Mais les recherches du procureur révèlent des faits troublants. Velasquez, lui aussi, avait eu plusieurs querelles avec la victime, liées à des histoires de femmes. Au fond, il pouvait être tout aussi coupable que Martí. Sauf que la police est allée interroger Martí le premier. Et c'est son trouble, lié à cette histoire de mouton, qu'il a perdu. Quand le procureur demande ce qu'est devenu Velasquez, la réponse est terrible. Il s'est pendu,
un mois après le verdict. Ce que Berthier apprend au fil de son enquête confirme sa conviction première. L'erreur est trop grande, la vérité déformée. Il décide alors de demander au garde des Sceaux une mesure de libération immédiate pour Diego Martí. Le 16 mars 1954, après 8 ans et 5 mois d'incarcération, Diego Martí est enfin libre. Discrètement, il quitte la prison, son baluchon contenant tout ce qu'il possède. Sans un regard en arrière, il rentre immédiatement en Espagne. Il retrouve son petit village près de Valence, et Consuela, sa femme, désormais plongée dans la misère. Pour survivre, elle avait dû vendre le petit lopin de terre qu'ils possédaient ensemble. Mais en France, la justice continue son cours. 1 an après la libération de Martí, la Cour de cassation annule son procès. Un nouveau jugement est ordonné, avec la promesse d'une réhabilitation. Pourtant, il faudra attendre 6 longues années avant que l'ancien détenu accepte de retourner en France. Les autorités espagnoles, le consul de France venu plusieurs fois dans son village, lui assurent qu'il ne risque rien. Au contraire, il pourra toucher une indemnité importante. Mais Diego Martí refuse. Il ne veut pas retourner dans ce pays où il a tant souffert. Un pays dont il ne connaît pas la langue. Un pays où l'attend un procès dont il ne comprendra pas les mots. Au début de l'année 1961, Diego Martí franchit de nouveau la frontière. Le procureur Berthier est là, ainsi que celui qui sera son avocat pour le procès. Un interprète accompagne le groupe et, avec toute la délicatesse possible, explique à Diego qu'il devra retourner à la prison de Foix. La loi française l'exige, il faut qu'il soit incarcéré avant son procès. Martí jette un dernier regard vers l'Espagne, toute proche. Une dernière tentation peut-être, mais il y renonce. Sa femme Consuela est trop malade, il doit accepter. Quelques heures plus tard, il franchit une nouvelle fois les portes de la prison de Foix. Pour lui, la procédure a été accélérée, le procès s'ouvre dès le lendemain. Le procureur Berthier tient la partie civile. Les jurés, stupéfaits, assistent à une plaidoirie inattendue. Le procureur démontre, point par point, les failles et incohérences de l'enquête initiale. Il explique comment Diego Martí a signé ses aveux, croyant reconnaître le meurtre d'un mouton. Et il souligne les lourdes présomptions pesant sur José Velasquez, aujourd'hui décédé. L'avocat de Martí conclut en demandant une forte indemnité. Le jury ne tarde pas à rendre son verdict, Diego Martí est déclaré innocent. Il recevra une indemnité de 100 000 francs. Le soir même, il repart en Espagne, innocent et riche. 10 000 centimes, pour un homme qui gagnait 5 francs par mois, c'était une somme inouïe. Mais peut-on vraiment donner un prix à 8 ans et 5 mois de vie volée ? Diego Martí a retrouvé la liberté. Mais la liberté, après tant d'années d'injustice, a un goût amer. Son combat pour la vérité aura duré plus d'1 décennie. Une lutte silencieuse contre l'oubli, contre l'injustice, contre le poids des mots qu'il ne comprenait pas. Son histoire est celle d'un homme brisé par le système, mais aussi celle d'une justice qui, parfois, sait se corriger. Que cette histoire nous rappelle, à jamais, que la vérité doit toujours être cherchée avec patience, courage et humilité. Et que derrière chaque procès, il y a une vie, fragile, précieuse. Merci d'avoir suivi cette histoire.